Je suis actuellement juriste conseil contrôle des dossiers de cofinancement de l'Union européenne. C'est-à-dire, en quelque sorte, je contrôle la régularité des marchés de l'Union européenne. C'est-à-dire toutes les entreprises qui sont dans le cadre des marchés publics, lorsqu'ils ont besoin d'une subvention de l'Union européenne dans le cadre de l'exécution de leur marché public, ils sont obligés de passer par nous. Nous, on contrôle la régularité des marchés. Et en fonction des manquements ou de la réglementation nationale comme communautaire, et on applique des corrections financières. En quelque sorte, voici mon métier en tant que juriste, conseil, contrôle, voilà les dossiers de cofinancement de l'Union européenne. Aujourd'hui, ici, on est en Valence et à Lille. On peut développer un thème démarche administrative. Et dans le cadre de ce thème, on va essayer de vous montrer un plan qui va nous permettre de voir les démarches. Les démarches pour être simples, très simples, pour permettre aux gens de comprendre très rapidement le thème. C'est qu'on a essayé de dire au Sénégal, c'est-à-dire commencer à la base. Au Sénégal, en France, les éventuels recours. Au Sénégal, il y aura les critères d'éligibilité, il y aura la phase de recherche d'acceptation des universités, il y aura la phase de recherche de visa. Ça, c'est au Sénégal, à la base. Et après cela, il y a en France, arrivé en France. Il y a les premières démarches administratives à son arrivée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dès son arrivée, et il y a le renouvellement des titres, le fameux renouvellement des titres de séjour. Et il y aura le changement des statuts, c'est-à-dire quitter le statut étudiant pour aller au statut salarié ou salarié temporaire. Et vu les problématiques de ces démarches administratives, surtout en France, j'ai trouvé nécessaire, ou en tout cas important, de montrer quelques recours éventuels, en cas de contestation, en tout cas en cas de refus, ou parfois même en cas de retard de délivrance des titres de séjour. Et c'est pour cela qu'on a pris un point, c'est-à-dire une partie pour dire les éventuels recours. Et dans ces éventuels recours, il y a les recours non juridictionnels et il y a les recours juridictionnels. Là aussi, j'ai limité. Je ne vais pas rentrer dans le fond dans les autres recours, comme par exemple le recours excès de pouvoir ou le recours pré-juridictionnel. Je me suis juste limité au recours que vous et moi, sans compter sur l'aide d'un avocat qu'on peut faire au niveau des juridictions administratives. Maintenant, pour revenir au premier point, alors, ça c'est la première partie. La première partie, il y a les critères d'éligibilité. Qui peut candidater pour Campus France, pour pouvoir aller étudier en France? Là aussi, vous allez voir, c'est un plan descriptif. Je ne peux pas aller vraiment compliquer les choses autant. J'ai juste décrit en quelque sorte les deux critères vraiment fondamentaux. Fondamentaux pour moi. Le diplôme de baccalauréat, c'est un requis. Ça, il faut obligatoirement avoir ce diplôme-là pour pouvoir candidater. On peut candidater avant l'obtention du baccalauréat, mais il faut pouvoir valider le baccalauréat avant l'acceptation, en tout cas avant de pouvoir faire les démarches administratives, ou en tout cas avant de faire les démarches au niveau consulaire. Celui-ci doit être obtenu avec une seule reprise au maximum. Cela veut dire qu'il n'est pas permis qu'un élève reprend en fait le baccalauréat 3 fois pour pouvoir espérer aller étudier en France depuis un certain temps. Et c'est ça, tous ceux qui ont essuyé plus d'une seule fois de plus ne peuvent plus postuler. Ça, c'est le premier critère. Il faut remplir ce critère-là pour pouvoir espérer en fait déposer Campus France. Et après, il y a la reconnaissance des diplômes. La reconnaissance des diplômes, pour pouvoir postuler, il faut qu'en fait ces diplômes-là soient reconnus au niveau national, c'est-à-dire par l'autorité locale. Et l'autorité locale, en fait, c'est l'État en quelque sorte. Il faut que ces diplômes-là soient reconnus au niveau du Sénégal, en quelque sorte. Voilà, et pour que ces diplômes-là soient reconnus, il faut que ça soit accrédité par l'autorité nationale d'accréditation des diplômes et institutions au Sénégal. Ça, c'est les critères d'éligibilité. La deuxième partie, sous-partie autant pour moi, c'est la phase de recherche d'acceptation. Donc, c'est une logique aussi. Vous allez voir d'abord
qu'est-ce qu'il faut faire en premier lieu? Il faut ouvrir un compte campus. Ça, c'est à compter il faut se référer au niveau du calendrier établi et publié dans le site normalement de Campus France au Sénégal. Et c'est à compter du 1er octobre en principe. Les dates peuvent changer. De ça, il faut aller voir les critères. Il faut aller quand même voir en fait le calendrier publié par les autorités qui gèrent la procédure Campus France. Après cela, il y a la préparation du dossier Campus France. Là, il faut mettre toutes les pièces demandées dans la plateforme Campus France. Cela veut dire que vous espérez, vous voulez en fait déposer votre dossier au niveau Campus France, il faut que toutes les pièces nécessaires, c'est-à-dire l'ensemble de vos diplômes, l'ensemble de vos titres, par exemple, comme des extraits de naissance, pas des extraits de naissance, mais carte d'identité nationale, mais également les bulletins que vous avez dans le cadre de votre cursus en tant qu'étudiant et en tant qu'élève ou en tant qu'étudiant. Et de l'autre côté, la troisième partie pour moi, c'est le dépôt du dossier et soit des universités. Ça, lorsque vous avez complètement créé votre dossier, vous avez préparé les dossiers à votre disposition, à partir de ce moment-là, vous allez maintenant déposer ces dossiers et choisir cette université. Le choix est libre. Le choix est libre sur l'ensemble du territoire français. Vous avez la possibilité de choisir ces 7 universités-là en fonction de votre projet d'études, mais également en fonction de votre projet académique entre guillemets. Voilà, le recours des universités. Avant ça, il y a d'abord le paiement des frais. Le paiement des frais sont payés conformément à la demande en Campus France. Parce qu'ils vont vous envoyer soit un mail, soit un document vous montrant qu'en fait, voici l'endroit où vous allez, voici la banque où vous allez normalement payer vos frais. Et en principe, c'est BICIS, BNP Paribas, au Sénégal. En principe, ça peut changer, mais c'est le renseignement. Il y a la préparation, le passage à l'entretien. Là, il faut une maîtrise de son projet académique d'abord, sur quoi, qu'est-ce que je veux étudier. Et il y a le projet professionnel également. Il faut le préparer, il faut carrément comprendre en fait que tu ne pars pas en France pour faire, je ne sais pas comment le qualifier, peut-être pour faire noces ou je ne sais quoi. Il faut avoir un projet bien défini dans sa tête, bien libellé, et un projet professionnel après ses études, qu'est-ce que tu souhaites devenir et qu'est-ce que tu souhaites faire. Et il y a après le retour des universités. Maîtriser le calendrier. Le retour des universités, les universités peuvent vous accepter comme elles peuvent vous refuser. Et maintenant, si elles vous refusent, la procédure normalement s'arrête là. Vous avez la possibilité d'échanger avec les universités parce que chaque refus est justifié. Et vu parfois les refus, où vous pouvez s'adresser à l'université pour dire que moi, je ne prends pas acte de ce refus-là. Parce que pour moi, je pense que le refus n'est pas forcément fondé. Mais il y a des refus où il n'y a pas possibilité, par exemple, d'attaquer ou en tout cas de contester ce refus-là. Par exemple, manque de compétences ou par exemple le nombre, on n'a plus de place, ça sont des refus où il y a moins de voies de recours possible. Il y a l'acceptation. Et là, si on vous accepte, la première chose à faire, c'est d'essayer de valider en quelque sorte l'un des choix. Et ces universités, toutes peuvent vous accepter. Il faut obligatoirement choisir dans les meilleurs délais, en tout cas, une université sur laquelle vous comptez aller faire vos études. La troisième sous-partie, ça c'est la recherche de visa. La recherche de visa aussi, chronologique. Il faut premièrement d'abord compléter en quelque sorte la demande de visa France. Et c'est en ligne. Remplir ce formulaire-là, c'est fondamental. Et ce formulaire-là, on te demande toutes les pièces. Les pièces d'abord, il faut noter qu'en fait, il y a des pièces d'abord d'état civil, comme par exemple la carte d'identité, voilà les différents bulletins, et une attestation de logement, une garantie financière. Et la garantie financière, il faut faire très attention là-dessus. Parce qu'il y a des agences qui cherchent de l'argent. Et dans ces agences, il y a beaucoup d'escroqueries.
Par exemple, ils peuvent fournir des mauvaises pièces, parfois, ou des pièces, et ils peuvent fournir une seule pièce à plusieurs personnes. Et comme le consul, ils ont une capacité technique qui leur permet de détecter en fait des pièces doublons ou des pièces en fait, ou des fausses pièces. Donc une attention particulière là-dessus. Également, pour l'attestation d'hébergement, je souhaiterais interpeller en fait des étudiants qui désirent en fait de candidater au niveau Campus France. Par exemple, moi je ne peux pas être à Paris et donner une attestation d'hébergement pour quelqu'un qui souhaite étudier à Lille. La distance est mesurée. Je ne peux pas carrément donner une distance, mais quand même, il ne faut pas essayer quand même le maximum pour que ça ne dépasse pas les 50 km. Et pour la garantie financière, soit vous pouvez faire un virement révocable ou un parent proche vous garantit de vous pouvoir donner les moyens financiers nécessaires pour vous subvenir, et c'est 615 € par mois. Voilà. Et après, il y a le rendez-vous, la prise de rendez-vous. La prise de rendez-vous, c'est sur le compte normalement VFS Global. Vous allez prendre le rendez-vous et déposer en fait votre dossier et prendre rendez-vous. À partir de ce moment-là, essayez de respecter ce rendez-vous pour ne pas manquer. Et après avoir pris le rendez-vous, vous allez partir au niveau du lieu indiqué et déposer et payer éventuellement les frais de visa. Et présenter tous les documents aussi originaux que vous aviez déposés au niveau de la phase 1. C'est-à-dire la première démarche, c'est-à-dire remplir le formulaire de Campus et de France Visa. Les pièces que vous avez déposées, il faut les présenter au niveau du consul et éventuellement pouvoir déposer votre visa. Réponse du consul. Refus de visa. Si on vous refuse le visa, la procédure aussi s'arrête ici, malheureusement. Maintenant, il y a les possibilités de recours. Les recours, il y a le recours gracieux. Je vais développer ça après, les éventuels recours. Mais je vais juste dire que quand on vous refuse, vous avez jusqu'à 30 jours à partir de la notification du refus pour intenter un recours, pour montrer qu'en fait, vous n'êtes pas d'accord sur quoi vous vous êtes fondé pour refuser en fait mon visa. Il y a ce... Juste pour l'assistance. Je disais la carte vitale et assure en fait de votre protection, tout ce qui est côté santé. Et cette carte-là, elle est fondamentale, il faut la chercher et faire toute la procédure au niveau des caisses primaires d'assurance maladie. Ok. Voilà, il faut la chercher au niveau des caisses d'assurance et pour les caisses primaires d'assurance maladie. C'est là-bas que vous allez chercher en fait la carte vitale. Et pour les démarches de la CAF, là je laisserai en fait la parole à M. Amadou et M. Amadou, en fait, qui va vous expliquer en quelque sorte les grands avantages de ces cartes-là. Ce qu'on va vous demander, il faut une attestation soit de logement, une attestation d'hébergement, votre titre de séjour en cours de validité et les différentes autres pièces qui semblent être fondamentales pour l'obtention. Et il faut l'ouverture du compte bancaire parce que quand vous arrivez en France, vous n'avez pas forcément, en fait, il y a certains services, les paiements liquides, ça ne marche pas du tout. Il faut fondamentalement chercher une carte bancaire. Et il y a des alternatives, je ne ferai pas certainement une proposition d'une banque, mais il y a des alternatives où vous pouvez créer en fait des comptes en ligne, c'est exclusivement en ligne, et qui vont vous permettre de faire des opérations courantes et temporaires. Alors, le renouvellement des titres de séjour. Le renouvellement des titres de séjour, encore une logique. C'est juste la préparation du dossier d'abord de renouvellement. Il faut créer d'abord un dossier où vous allez mettre toutes les pièces que la préfecture aura besoin dans le cadre de l'instruction de votre dossier. Et pour ce faire, il faut essayer d'avoir le titre, la garantie financière, l'attestation de logement et toutes les pièces en fait qui justifient et qui seront carrément détaillées dans le site de chaque sous-préfecture ou chaque préfecture. Le respect des délais de renouvellement. Depuis un certain moment, on rencontre en fait des difficultés. Mon titre est expiré, j'ai pris de rendez-vous, je n'ai pas la possibilité, je n'ai pas accès, il faut quand même respecter en fait le renouvellement. Il n'y a pas une disposition spécifique qui prévoit que le renouvellement c'est à compter de 2 mois avant l'expiration du titre de séjour carré. Mais c'est devenu une pratique courante dans presque toutes les préfectures ou toutes les sous-préfectures. Il faut respecter ce délai-là qui te permet quand même
de pouvoir donner à la sous-préfecture ou la préfecture le temps suffisant pour instruire votre dossier. Et ça, c'est fondamental. On ne peut pas attendre jusqu'à un mois ou en tout cas 15 jours et déposer son titre de séjour et avoir son titre à temps sans en fait qu'il soit dans une situation irrégulière. Le dépôt du dossier, il faut se renseigner également au niveau de la sous-préfecture ou le site de la sous-préfecture, comment se font en fait les dépôts. Il y a certaines sous-préfectures, c'est permis de faire par voie postale, c'est permis de déposer physiquement sur place, c'est permis également de déposer en ligne. Si je donne l'exemple de la sous-préfecture de Valenciennes, il y a la possibilité d'envoyer tes papiers, c'est-à-dire le renouvellement de ton acte par voie postale. Vous pouvez également déposer ça directement dans la boîte aux lettres de la sous-préfecture, comme vous pouvez le faire en ligne. Et il y a aussi des dossiers qui peuvent être différents. Par exemple, le changement du statut, ce n'est pas possible de faire ça en ligne. Il faut obligatoirement déposer ça soit dans la boîte aux lettres de la sous-préfecture, soit par voie postale. Donc il faut se renseigner là-dessus, sinon le dossier risque de ne pas être traité et éventuellement vous entraîner dans une situation irrégulière. Prendre en compte des retours en fait, de l'autorité déconcentrée en cours d'instruction du dossier. Cela veut dire qu'il ne faut pas ignorer en fait, les mails ou les appels des sous-préfectures ou des préfectures. Si je donne un exemple, un étudiant, il a reçu en fait de la part de la sous-préfecture pour lui dire que monsieur, merci de bien vouloir nous envoyer votre attestation de logement. Et l'étudiant, pour lui, c'est rien, il a ignoré. Qu'est-ce qui se passe? En un mois, le dossier est classé sans suite. Le dossier est classé sans suite, cela veut dire qu'il n'y a plus de dossier en cours d'instruction dans la sous-préfecture. Dans ce cas-là, tu te retrouves dans une situation irrégulière. C'est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, aux yeux de la sous-préfecture ou de la préfecture, il n'y a plus de dossier en cours dans le cadre de ton renouvellement. Pour toi, tu espères que le renouvellement est en cours, peut-être ils sont lents ou peut-être ils n'ont pas encore pris mon dossier. Non, le dossier est classé sans suite. Et la majeure partie en fait, des demandes de pièces, c'est précisé en fait que dans un délai de 2 mois, que le dossier sera classé sans suite et que voilà, c'est bon. Il ne faut pas les ignorer. Les retours, toujours les retours aussi. Parfois, on t'envoie un mail pour te dire que ton dossier, merci de bien nous envoyer des photos. C'est pareil. Il faut toujours respecter les instructions de la préfecture. Le renouvellement est refusé. Disons d'abord, le renouvellement est accepté. C'est bien, vous avez votre droit. Vous avez votre titre de séjour dans les brefs délais, ou en tout cas, ils vont vous donner une attestation pour permettre de finaliser en fait l'instruction. Maintenant, si le titre est refusé, on va revenir sur ce point-là. C'est-à-dire, si le titre est refusé, quelles sont les voies de recours en fait qui sont à votre disposition que vous pouvez faire. Mais avant ça, d'abord, on va revenir sur le changement de statut. Le changement de statut, il y a des conditions. Et il y a des pièces nécessaires dans le cadre du changement de statut. D'abord, les conditions. Il faut le niveau d'études qui est là. Il faut un master 2, parce qu'on a droit à juste niveau master. Donc, vous avez le master. Certes, dans le cadre des diplômes, il n'y a pas le master en tant que tel, ce n'est pas un diplôme. C'est le master 2 qui est un diplôme. Donc, entre guillemets, on sous-entend ici le master 2. Parce qu'il y a le diplôme qui est là. Certes, vous avez un certificat qui est là, certes considéré comme diplôme, mais qui n'est pas forcément un diplôme. Laisse à apprécier par la sous-préfecture, ou en tout cas de manière générale, l'autorité déconcentrée. Il y a la licence professionnelle, qui en quelque sorte équivaut au Master 2, la licence professionnelle, ou un titre, en tout cas un diplôme équivalent. Voilà. Avoir un projet professionnel. Ici, on sous-entend qu'il faut avoir minimum un CDD de 6 mois. Un CDD de 6 mois pour vous permettre de changer de statut. Mais attention sur ce point-là. Parce que souvent, les délais de traitement des dossiers, ça prend presque 6 mois. Ou ça peut même aller jusqu'à plus. Ça dépend des sous-préfectures. Maintenant, si vous avez un CDD de 6 mois, est-ce qu'entre-temps, l'instruction du dossier, est-ce que ne va pas durer plus que 6 mois? Je doute fort. Donc, ce qui est sûr, ce qui est souhaitable en fait, plus sûr même, je dirais, c'est avoir un CDD de 1 an. C'est plus sûr. Et il faut ou un CDI. Également, une promesse d'embauche suppose de permettre de pouvoir changer votre statut. Mais attention encore une fois, ici, parce que la promesse d'embauche,
La préfecture peut accepter ça entre-temps et vous donner un récépissé. Maintenant, au moment où ils vont vous délivrer, et où elle va vous délivrer votre titre de séjour, pour vous demander en fait le contrat. Le contrat. Et s'il vous demande en fait le contrat et que vous n'avez toujours pas le contrat, ça peut être bloquant. Parce que si par exemple on te donne une promesse d'embauche et que vous avez déposé ça, la préfecture analyse l'ensemble des critères, l'ensemble des pièces et trouve que vous êtes éligible à un changement de statut, elle a accepté. Mais il y a une conditionnalité parce qu'elle va recourir à regarder en fait est-ce que la promesse d'embauche maintenant est concrétisée. Parce qu'il y a une possibilité de fraude là-dessus. Imaginez, moi, je suis entrepreneur ou en tout cas j'ai une petite entreprise et j'ai la possibilité d'aider mes parents. Dans ce cas-là, je peux lui donner une promesse d'embauche et finalement, s'il n'y a pas, il renouvelle son titre de toute façon. Il y a le traitement salarial. Le traitement salarial, il faut avoir 1,5 fois le SMIC. Là, comme les pouvoirs de la préfecture ou en grande partie des autorités de manière générale, ils ont toujours deux sortes de pouvoirs. Soit un pouvoir discrétionnaire, en tout cas un pouvoir carrément qui lui revient, c'est-à-dire il a des marges de manœuvre carrément, et il y a de l'autre côté un pouvoir lié, c'est-à-dire que là l'autorité en quelque sorte est liée parce qu'il est dans un cercle en fait juridique qui l'encadre et qu'il n'a pas la possibilité de choisir. C'est comme les titres de séjour. Vous avez rempli toutes les conditions, la préfecture n'a pas de marge de manœuvre pour te dire que voilà, ça et là, non. De toute façon, il sait qu'il y a le gardien qui est dehors et que lui risque de lui enjoindre en fait de lui donner le titre de séjour. Maintenant, sur ce montant-là, il y a en fait le pouvoir d'appréciation du préfet. On dit certes, c'est 1,5 du SMIC, mais dans le public, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille à la mairie de Lille, ou à la mairie de Douai, ou à la mairie de Valenciennes, c'est dans le public. C'est différent quelqu'un qui travaille à Toyota ou en tout cas dans les entreprises privées. Là, il faut obligatoirement ce 1,5 fois le SMIC. Maintenant, si c'est dans le public, l'autorité déconcentrée, c'est-à-dire le préfet ou le sous-préfet, a la possibilité de pouvoir apprécier. Même si vous n'avez pas atteint ce montant-là, il faut vous donner quand même, il faut vous accepter. Parce que ce n'est pas fiable. C'est mes mots, mais j'ai vu un étudiant en fait qui n'avait pas forcément son 1,5 du SMIC, qui travaillait dans une mairie et que la préfecture quand même l'a accordé la possibilité de pouvoir renouveler en fait son titre sous la forme de changement de statut. Donc il a un pouvoir d'appréciation sur ce point. Voici les 3 points, certes il y a d'autres points, mais il y a ces 3 points-là fondamentaux pour pouvoir en fait changer son statut, quitter un statut salarié et un statut étudiant pour aller un statut salarié soit temporaire, soit salarié tout court. Et la différence c'est entre CDD et CDI. Maintenant, les pièces à fournir. Pour les pièces à fournir, il faut comprendre que d'abord le demandeur, c'est-à-dire l'employé, il a des pièces à fournir, comme par exemple la copie du passeport, c'est classique. Voilà, acte de naissance, copie du titre de séjour en cours de validité, l'attestation de domicile, voilà les photos d'identité et tout le reste. Ça, les fournir, c'est classique. Maintenant, pour l'employeur, il va vous fournir obligatoirement. Il n'a pas besoin de vous fournir. L'employeur, il n'a pas forcément besoin de vous fournir si c'est lui qui va gérer en quelque sorte la demande d'autorisation de travail. Parce que la demande d'autorisation de travail, tu ne pourras pas la faire tant que tu n'as pas le CERFA, tant que tu n'as pas d'autres... C'est ici. Voilà. Il y a le CERFA là qui est rempli et signé. Ça c'est le CERFA en fait qui permet au... Je sais pas. C'est le CERFA qui permet d'employer en fait les étrangers en France. C'est commun à tout le monde. C'est commun à tout le monde et il faut en plus ce CERFA là et le faire signer. Il y a de mots. Non, c'est bon, je l'ai coupé. Vous pouvez l'envoyer peut-être un message par le... Non, je le coupe. Voilà. Ok. Et donc, c'est le CERFA, il faut l'avoir. Il y a l'extrait de cabis. Ça, vous n'avez pas forcément besoin parce qu'il suffit juste d'entrer dans le site. Parfois, dans certaines entreprises, c'est payant, mais voilà. Sinon, c'est accessible directement au site de l'établissement, de l'administration ou de l'entreprise. Il y a après l'attestation en fait des versements de cotisations et contributions sociales IRSA. Il faut que en fait votre employeur, c'est-à-dire l'administration où vous êtes recruté ou l'entreprise où vous êtes recruté soit conforme en fait avec l'IRSA, c'est-à-dire les cotisations sociales de ses employeurs.
Si toutefois il n'est pas régulier, dans ce cas-là, il y aura forcément des sanctions, mais pas de votre côté, ça va bloquer forcément votre procédure de recrutement, mais c'est obligatoire. Il y a l'avis de publicité de l'offre. Ça, c'est fondamental pour avoir une autorisation de travail. Cet avis de publicité de l'offre, si vous ne l'avez pas, vous faites la demande d'université, je dirais d'université, directement la sous-préfecture. Voilà, il faut refuser l'ANEF, autant pour moi, pour refuser l'autorisation de travail parce que ça n'a pas respecté en fait la réglementation. Cette publicité, elle est fondamentale. Parce que si je parle aussi en tant d'exemple que j'ai vu, il y a beaucoup d'étudiants qui sont recrutés et que finalement la publicité, par exemple, j'ai eu un cas où il a été recruté dans une mairie. La mairie avait publié en fait l'offre. Et vu que la mairie a fait un processus de recrutement avec un autre étudiant, jusqu'en phase, et cet étudiant a décliné l'offre en quelque sorte, pour la mairie, vu que l'autre il était classé deuxième presque, mais ils l'ont laissé pour continuer les négociations salariales avec l'autre, pour elle, que c'était ok, c'est tout. Sauf que là, la préfecture a considéré que non. À partir du moment où il a décliné, il ne devrait pas prendre l'autre directement. C'est son appréciation, il a un pouvoir d'appréciation. La mairie a apprécié comme ça qu'il fallait en fait relancer l'offre, malgré l'urgence d'avoir un personnel sur place. La mairie et la préfecture a justifié comme ça et a refusé ça. Donc, ce n'est pas forcément la règle. Peut-être que la sous-préfecture de Lille, ou la préfecture de Lille, ou la préfecture de sous-préfecture de Valenciennes peuvent avoir forcément des interprétations différentes sur ce point-là. Parce que le fait que vous avez retenu 2 candidats et que finalement vous avez continué les négociations avec un seul candidat, et qu'à la dernière minute, ce candidat-là désiste, pour moi, il y avait déjà une concurrence et il y a une attestation de publicité, en fait, avis de publicité qui est là, disponible, que vous pouvez légalement juger. Maintenant, est-ce que le recruteur va avoir le courage et va vous aimer autant pour envoyer la préfecture pour lui dire que non, moi j'avais déjà de toute façon publié et que voilà, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Le doute est permis. Voilà, lettre de motivation. La lettre de motivation, ce n'est pas justifier pourquoi je le recrute, je l'aime ou quelque chose. Non, il faut carrément justifier techniquement. Il a le diplôme Master 2 en droit. J'ai un poste qui est là, qui demande des compétences juridiques, et il a ces compétences-là parce qu'il a fait son stage dans le cadre de ça, Et ça, ce n'est pas fondamental forcément fondamental pour les étudiants en Master 2. Parce que quand vous êtes en Master 2, normalement, techniquement, vous êtes jugé quelqu'un qui est apte à pouvoir exercer toutes les activités, en tout cas toutes les prestations qui sont dans le cadre de votre étude, votre cursus, sauf les métiers attention. Et les métiers attention, je n'ai pas ajouté ça ici parce que c'est disponible en fait dans le site de chaque préfecture où on a listé. Par exemple, tu ne peux pas être titulaire de master en géographie, après être dans le côté de gardiennage d'enfants, ou en tout cas quelque chose, ce n'est pas justifié. Et là, souvent, on les rejette. L'autorisation de travail. Cette autorisation de travail, c'est presque ces documents-là, plus ces documents-là, qui sont envoyés à l'ANEF directement. Maintenant, vous avez la possibilité, soit, le principe, c'est que c'est l'employeur qui fait l'autorisation de travail. Mais peut-être que l'employeur a un problème au niveau de ses ressources humaines, qu'il ne sont pas outillés en matière de ressources humaines carrément suffisantes. On va vous dire que voilà, maintenant, je vous donne la possibilité de pouvoir faire cette demande d'autorisation de travail. Si c'est l'employeur qui fait la demande d'autorisation de travail, l'employeur va juste vous demander en fait un titre de séjour en cours de validité, sinon le reste, il l'avait déjà, parce qu'il avait déjà ton CV, il avait déjà en fait tous les autres documents qu'elle aura besoin. Juste, elle va t'envoyer ce serpent-là où tu vas remplir ta partie et signer. Le reste, c'est elle qui gère. Si c'est un premier recrutement. Maintenant, si c'est un renouvellement de contrat, toujours dans cette même entreprise, dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de ce serpent-là parce que vous l'avez déjà signé, c'est un renouvellement, ça passe très rapidement. Maintenant, si c'est toi-même qui fais l'autorisation de travail, dans ce cas-là, vous aurez besoin obligatoirement d'un mandat. Et un mandat, comme vous le savez, c'est dire je soutiens que M. Diao exerce ce droit au nom et au compte de moi personnellement. Voilà, et c'est tout, c'est cette formalité-là. Et voici, en gros, voilà la procédure de changement de statut. Maintenant, on va aller un peu côté, je dirais entre guillemets,
juridiques, les éventuels recours. Maintenant, les éventuels recours, comme vous le voyez, en première d'abord, c'est les recours non juridictionnels. Vraiment là, c'est pas du droit, c'est pas forcément du droit, c'est très simple. Bon, entre guillemets. Le recours gracieux. C'est quoi le recours gracieux? M. X a pris une décision. Je pense qu'il a mal agi ou n'a pas compris. Je fais une réclamation. C'est aussi simple que ça. C'est le recours gracieux. Le préfet a pris une décision. Et cette décision, je pense qu'il y a une appréciation, une mauvaise appréciation. Qu'est-ce que je fais? Je réclame au droit. Je lui dis que monsieur, voici techniquement sur quoi votre décision n'est pas forcément fondée de moi. Et donc, je vous prie de revoir cette décision que vous avez déjà prise. Je donne un exemple aussi que j'ai vu personnellement. Il y a un étudiant qui avait renouvelé, par exemple, cette année-là, l'année dernière, en renouvelant son titre de séjour, il avait déposé au niveau de la sous-préfecture un contrat CDI. Il avait déposé le CDI, mais à temps partiel. Maintenant, l'année prochaine, c'est-à-dire cette année, il a déposé en fait le même CDI. La préfecture a compris que donc depuis l'année dernière, il est en train de travailler dans cette entreprise jusqu'à cette année-là. Donc la préfecture a analysé en quelque sorte la durée et a compris que même si c'est en partiel qu'il a travaillé dans cette même entreprise, il a dépassé les nombres d'heures. Maintenant, au lieu que la préfecture en fait l'envoie un message pour lui dire merci de justifier en fait le fait que vous n'avez pas dépassé les nombres d'heures, la préfecture a automatiquement décliné en fait, refusé le renouvellement et lui a donné l'obligation de quitter le territoire. Ça c'est un cas que personnellement j'ai vu. C'est un cas personnel que je donne comme exemple. Qu'est-ce qui se passe? Le mec, lui aussi, troublé par l'obligation de quitter le territoire, automatiquement il a saisi le juge par le biais d'un avocat. Je ne sais pas, il n'a pas peut-être compris les dispositions ou quoi. Il fallait fondamentalement, au lieu de faire ce recours gracieux, faire ce recours, ce que l'on appelle des recours administratifs obligatoires préalables. Et ça, c'est un recours fondamental. Parce que tant que vous ne l'avez pas fait, on dit en droit que le droit, c'est avant tout la forme avant d'être le fond. C'est pour cela qu'on doit un criminel, par exemple, qui tue une personne, et que finalement il arrive au juge, et que le juge le libère. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas tué, c'est parce que peut-être au moment de l'audition, il n'avait pas assistance d'avocat. Et donc cette vice de forme fait que le mec a finalement bénéficié d'une liberté alors que c'est un criminel. Vous voyez. Donc le fait qu'il n'a pas fait ce recours administratif, ça lui a coûté en quelque sorte de quitter le territoire parce qu'il a sauté ce recours-là. Il fallait. Et c'est très simple. Pourquoi c'est très simple? Vous n'avez pas besoin, il faut l'écrire par main, stylo. Tu prends un document ou tu écris par main. C'est des recours non juridictionnels. Monsieur le juge, le mec que je parle, c'est quelqu'un qui avait rompu, en fait, suspendu son contrat 2 mois. Et il l'a suspendu. Et qu'est-ce qui se passe? Finalement, voilà, il n'a pas atteint les 964 heures, comme il l'a suspendu. Et comme le préfet, lui, il a pensé que les 12 mois, il a bossé là-dedans, donc ça dépasse les 664. Vous voyez, donc c'est une erreur d'appréciation technique que le préfet a fait. Donc s'il avait justifié comme ça, la préfecture a la possibilité de saisir la banque. C'est-à-dire dire la banque, monsieur tel, est-ce qu'il a perçu un salaire pour ces 2 mois-là? Est-ce qu'il a perçu 12 mois de salaire dans cette banque-là et dans cette entreprise-là? Et à travers cette rémunération, la préfecture allait comprendre qu'en réalité, il y a eu 2 mois que le mec n'a pas travaillé et ça, normalement, ça a empêché en fait qu'il puisse atteindre les 964 heures. Donc c'est une mauvaise appréciation de la part de la préfecture. Et donc le fait qu'il n'a pas respecté ce recours-là, il a directement saisi le juge administratif par le biais d'un avocat. Je ne minimise pas les avocats, mais ça peut être préjudiciable, en quelque sorte, de vouloir croire tout ce qu'ils te diront en direct. Parce que eux, de toute façon, à partir où tu les engages, soit tu les payes personnellement, soit ils sont payés par l'État. Parce que n'oublions pas que les couches vulnérables dont les étudiants font partie, ils bénéficient de l'aide juridictionnelle. Donc, que tu lui payes financièrement, tu ne lui payes pas, lui, il peut faire de telle sorte qu'on lui paye financièrement parce qu'il a accompagné une partie de la couche vulnérable. C'est un point. Il y a le recours hiérarchique. Le recours hiérarchique, c'est quoi? Comme le recours gracieux, c'est Ousmane qui a pris la décision, je lui saisis, je dis que Ousmane, là, il y a un problème.
ce n'est pas le cas. Maintenant, je vais saisir plutôt Amadou parce qu'Amadou, il est le supérieur hiérarchique. Cela veut dire qui est hiérarchiquement supérieur en fait à la préfecture, c'est le ministère de l'Intérieur. Parce que les préfectures et les sous-préfectures sont sous la tutelle en fait du ministère de l'Intérieur. Donc ce qui fait que au moment où tu fais le recours gracieux, tu peux en même temps faire le recours hiérarchique. C'est-à-dire saisir le préfet ou le ministre de l'Intérieur pour lui dire que voilà, cette décision qu'ils ont prise, cette décision est mal fondée techniquement. Ou même, et encore, juridiquement. Voilà. Et ce que j'ai expliqué, c'est comme le mot l'indique, le recours administratif préalable obligatoire. C'est un recours obligatoire. Et il y a des questions où, quand tu sortes ce recours-là, le juge ne va même pas examiner ton dossier. Je vais citer juste 2 ou 3, où c'est obligatoire. C'est le recours des étrangers. Tout ce qui est titre de séjour, ce recours est fondamental. On ne peut pas sauter. On saute, c'est mort, c'est fini. Le juge ne va même pas analyser ton dossier. C'est ce qui s'est passé avec l'étudiant que je parle. Voilà. Il y a le recours pour accès aux documents administratifs. Par exemple, vous êtes dans une université, vous avez un contentieux quelque part et que vous avez besoin de documents administratifs pour vendre quelque chose, l'université te refuse. Il faut obligatoirement faire ce recours-là. Il y a aussi les contentieux relatifs à la fiscalité. Par exemple, la fourchette ou qu'on t'a imposé, tu n'es pas forcément d'accord parce qu'ils ont ajouté d'autres choses. Par exemple, le fait qu'ils ont ajouté que tu as un véhicule, tu as des trucs, vous savez, ça augmente normalement ce que tu dois payer en impôts. Là, tu es contre. Il ne faut pas forcément saisir le juge administratif. Il faut obligatoirement saisir en fait les impôts pour qu'ils t'expliquent pourquoi ils ont pris cette décision et vous allez changer la mesure. Et c'est ce refus-là ou bien cette acceptation-là qui va constituer après le motif sur lequel tu vas fonder pour saisir le juge administratif. Ça, c'est les recours non juridictionnels. Il y a après les recours non juridictionnels. Les recours juridictionnels, simplement. Voilà, il y a le référé mesure utile conservatoire, référé suspension, le référé liberté. Quand je dis les recours juridictionnels, les 2 grands recours carrément juridictionnels, ce ne sont pas ces recours-là. Parce que c'est des recours vraiment ordinaires, certes juridictionnels, mais très ordinaires. Que toi, moi et autres, nous pouvons faire sans l'aide du juge, sans l'aide d'un avocat ou quelque chose. C'est pour cela que je l'ai pris. Donc, c'est un recours, mesure utile ou conservatoire. Qu'est-ce qu'on entend par exemple ici? Il est une procédure d'urgence. Il permet au demandeur de demander au juge des référés d'ordonner en urgence une mesure utile à la sauvegarde de vos droits, même en l'absence des décisions. C'est ce qui est intéressant ici. C'est ce qu'on rencontre en fait de tous les jours. J'ai vu un étudiant, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a commencé son stage le jour où la préfecture l'avait donné un rendez-vous pour récupérer son titre de séjour. Et c'est ici à la préfecture de Lille. C'est-à-dire, il avait un stage, Toulouse. Donc, la préfecture lui a donné un rendez-vous de venir récupérer son titre le jour où normalement il devrait commencer son stage. Maintenant, pour lui, comme il a déjà, il sait que son titre est disponible, il a continué son stage. Il a dit qu'après, je vais récupérer mon titre. Et là, pour vous, ça fait 6 mois qu'il est en train de courir derrière la préfecture pour récupérer son titre et il n'arrive toujours pas à l'avoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, la préfecture, tu ne peux pas accéder sans rendez-vous. Tu ne les appelles pas pour qu'ils te répondent. Tu n'envoies pas un message pour qu'ils te répondent. Finalement, c'est fini. Sauf que là, il n'y a pas de décision. Ce n'est pas forcément lié. Donc, il faut beaucoup de rigueur dans le cadre des démarches administratives. Maintenant, là, tu déposes ton titre de séjour. Tu as respecté les délais de 2 mois avant l'expiration de ton titre de séjour. Et que la préfecture ne te répond pas. Ton titre arrive presque à terme parce que ça reste que 5 mois. Et 5 jours. Ton titre arrive à... Pourtant, tu as la CAF. Pourtant, tu as l'assurance maladie. Pourtant, tu as beaucoup, avec ton titre qui est valide, tu as beaucoup d'avantages. Et que tu vois, la préfecture ne te répond toujours pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce recours-là. En fait, là, tu saisis le juge administratif. Tu n'as pas forcément d'avoir un avocat à t'écouter quelque chose. Il faut juste entrer sur Google et regarder les formalités. Il faut que ça soit signé, il faut que ça soit daté, il faut que tu indiques en quelque sorte les grandes lignes sur quoi tu te fondes pour lui dire que voilà, parce que tu avais déposé à tel, et tu essayes d'imprimer en fait les mails ou en tout cas
l'accusé de réception de ton envoi, si c'est par voie postale, si c'est en ligne, le récépissé que tu avais eu en fait lors du dépôt. Tu ajoutes tous ces documents-là et tu déposes soit au niveau du greffier, du tribunal administratif, soit dans leur boîte aux lettres, ou bien par courrier recommandé, et avec accusé de réception. À partir de ce moment-là, vous avez fait le recours. Et l'avantage de ces recours-là, c'est que il faut le juge des référés. Le juge des référés, il a de 48 heures à 1 mois pour prononcer. C'est-à-dire, à partir du moment où tu as déposé, dans les 48 heures, c'est-à-dire à partir de 48 heures jusqu'à 1 mois, il est obligé de pouvoir te répondre. Donc ça va régler en fait en grande partie ce dit. Bon, ici j'ai mis un article qui peut peut-être te permettre de pouvoir aller approfondir en fait les différentes formes et quelque chose qui... Là maintenant c'est avant l'intervention de la décision, parce que soit la décision a tardé, ça risque de en quelque sorte voilà, me léser dans le cadre de mes droits que je jouissais au moment où j'étais revenu. Maintenant là la décision est intervenue. La préfecture vous a dit que je vous refuse le titre de séjour. Je vous refuse le titre de séjour parce que vous avez travaillé beaucoup ou bien parce que voilà, vous ne respectez pas vos études ou quel que soit le motif. Il y a en fait ce qu'on appelle le référé suspension. Le référé suspension, c'est un référé en fait qui permet d'enjoindre en fait l'autorité qui a pris la décision de lui dire que n'exécutez pas la décision parce qu'il y a éventuellement une erreur d'appréciation dans le cadre de votre analyse. Et là, ici aussi l'avantage, c'est la durée. Parce que le juge il est obligé de vous convoquer dans les 48 heures à 1 mois. Max 1 mois, le juge est obligé de prononcer là-dessus. Et même si l'autorité qui avait pris la décision s'était fondée juridiquement et techniquement sur sa décision, la décision en ce moment ne sera pas, à partir du moment où il y a des indices qui montrent qu'en fait l'irrégularité de la décision, pour que la décision soit exécutée. C'est l'avantage de cette décision. J'avais aussi une question par rapport à ça. Qu'est-ce qui s'est passé? L'étudiant, il devrait déposer son titre de séjour. Il a resté jusqu'à 5 mois, il a déposé son titre de séjour. Et là, la préfecture n'a pas répondu. Maintenant, il dit, qu'est-ce que je vais faire? Peut-être je vais faire un recours, un référé, mesure utile ou conservatoire pour protéger ses droits. Je l'ai dit, je crains fort que le juge ne t'accepte pas là-dessus. Pourquoi? Parce que de toute façon, n'oublie pas que dans les 48 heures à 1 mois, le juge va te convoquer. Pour que tu mets sur sa table les raisons pour lesquelles, en fait, tu demandes que tes droits soient protégés. Et je suis sûr et certain, convaincu que tu as tort. De toute façon, donc, je ne vois pas l'intérêt de ça. Parce qu'il ne va pas accepter. Donc, il n'est pas aussi naïf que ça. Voilà. C'est quelqu'un qui a rencontré, si j'ai rencontré 3 cas ou 4 cas, lui, il a rencontré peut-être des milliers de cas. Donc, de toute façon. Il y a les référés liberté, qui n'est pas forcément en lien avec les autres référés, surtout le titre de séjour, les renouvellements, par exemple le changement de statut, parce que aussi quand on te refuse le changement de statut, il y a la possibilité de faire des recours, comme ces cas de recours ou les recours non juridictionnels. Par contre, le référé liberté, c'est comme je l'ai dit, c'est d'ordonner de toute mesure nécessaire pour sauvegarder d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale pour une personne publique. Par exemple, vous êtes dans le cours, vous n'avez pas payé, et que voilà, on est hiver, et que ça fait moins 10 degrés. Et que voilà, ça arrive, et que le Crous vous demande, M. Diao, il faut sortir. C'est un droit fondamental, le droit au logement. Là, si vraiment il amène monsieur pour me dire que voilà, expulsion, là je peux faire ce recours-là. En fait, pour montrer au juge que dans les 48 heures, on risque de m'expulser de mon logement. Et aidez-moi sur ce point-là pour que voilà, on me laisse la possibilité quand même. J'ai manqué parce que je n'ai pas payé mes logements et tout, etc. Voilà, c'est une loi. Et de l'autre côté, dans le cas des universités, la commission peut se réunir, vous exclure. Le droit à l'éducation, c'est un droit fondamental, personne n'en doute. Et donc, dans ce cas-là, vous avez la possibilité. Il y a des étudiants, en fait, qui partent pour s'inscrire. Et vu qu'ils ne respectent pas, ils ont doublé là, ils ont doublé de l'autre côté, on te refuse. Ce n'est pas forcément. La commission peut parfois aller jusqu'à abuser.
Ne pensez pas que ce sont fondés juridiquement, non, il y a un problème. Parce que le droit à l'éducation, c'est un droit fondamental. À partir du moment où vous avez toutes les pièces qui sont là à votre disposition, sauf contraintes techniques, par exemple absence de place ou autre, l'université n'est pas fondée pour te dire que voilà, non, je ne peux pas vous accepter. Même le titre de séjour, même si vous ne l'avez pas. Même si vous ne l'avez pas, normalement, ça ne peut pas vous empêcher de pouvoir s'inscrire, normalement, je dis, dans une université. Voilà. Donc, c'est un droit fondamental, en fait. Même si tu n'as pas un titre de séjour, l'université n'a pas le droit de se fonder le fait que tu n'as pas un titre pour ne pas s'inscrire. À partir du moment où tu as les diplômes requis pour pouvoir s'inscrire dans cette université. Donc, encore une fois, je n'ai pas développé les recours comme recours excès de pouvoir ou le recours plein contentieux, où vous pouvez éventuellement demander des réparations parce qu'avec la décision prise, soit ça vous a lésé ou ça vous a manqué. Je pouvais prendre par exemple le recours de plein contentieux, comme le cadre des regroupements familiaux, comme peut-être il y a parmi nous des gens qui travaillent. Le fait qu'ils retardent une décision au niveau du consul ou en tout cas au niveau des préfectures pour analyser certains trucs, ça vous pouvez saisir en fait le juge pour demander une réparation. Par le fait qu'ils ont manqué à cette décision-là, ça vous a lésé en quelque sorte. Je ne l'ai pas développé personnellement parce que ça demande beaucoup de formalités, ça demande l'assistance obligatoire d'un avocat. Donc, c'est pour cela que je me suis limité sur ces recours-là qui peuvent vraiment aider bien en fait les étudiants. Et là, je termine par là. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous.